Je ne sais pas si tu as vu, mais apparemment, il y a plein d'animaux qui disparaissent, comme les dinosaures à l'époque. Bon, encore, si ce sont les rats et les moustiques, peut-être que ça t'arrange. Mais tu imagines quand ce sera le tour des lions, des ours polaires? Les zoos seront quand même vraiment très vides. Lors du dernier épisode, on a déjà parlé du dépassement des limites planétaires. Aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre sur l'une d'entre elles, la perte de la biodiversité. Prêt? C'est parti! Allez, on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes, on commence par revoir les bases pour être certain de parler de la même chose. Définissons ensemble ce qu'est la biodiversité. En fait, il en existe à 3 niveaux. Le premier, c'est la diversité génétique. C'est lorsqu'il y a une reproduction sexuée qui laisse place à des mélanges génétiques, ce qui permet notamment d'éviter la consanguinité. Le deuxième niveau, c'est la diversité spécifique, c'est-à-dire la diversité des espèces vivantes que l'on peut observer et tout ce que l'on peut voir dans la nature autour de nous. Enfin, on a la diversité des écosystèmes qu'on pourrait aussi appeler la variété des espaces naturels comme les déserts, les montagnes ou les forêts. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu connais le concept de l'amnésie écologique ou dite amnésie générationnelle? En fait, chaque individu ou chaque génération considère que ce qu'il a connu depuis sa naissance est le point de référence de la biodiversité. Donc quelqu'un qui est né en 1900 a pour repère la biodiversité de 1900 et quelqu'un qui est né en 2000 a pour point de repère la biodiversité de 2000. À cause de cela, il y a une forme d'amnésie écologique puisqu'on a beaucoup de mal à transmettre ces références d'une génération à l'autre. On appelle cela aussi le syndrome de la référence changeante. Mais ça veut dire quoi tout ça? Que je dois faire l'inventaire du nombre de pissenlits de mon jardin? Ah bah tiens, pourquoi pas? Allez, on prend un exemple de diversité spécifique en parlant de la pêche. Sur cette première photo, on voit un étal de pêche à Bergen en 1900. Et là, on voit une poissonnerie traditionnelle d'aujourd'hui. Ce qui est flagrant au premier coup d'œil, c'est la différence de taille des poissons. Alors on peut se dire que c'est simplement parce que ce ne sont pas les mêmes espèces. Mais il y a une autre raison à cette différence de taille, c'est que les gros poissons qu'on voit sur la première photo n'existent plus. Tous les records de pêche sont antérieurs à 1950. En 1902, en Terre-Neuve, la plus grosse morue jamais pêchée pesait 100 kg. Depuis 2000, la plus grosse morue jamais pêchée pesait 9,5 kg. Et c'est pourtant la même espèce, sauf qu'elle n'a pas eu le temps de grandir à cause de la surpêche. Oui, bon, il suffit de le repêcher dans 5 ans et puis elle sera plus grosse. Ça serait pas mal, sauf que dans les faits, on a plein de poissons qui devraient grandir toute leur vie, mais qui n'ont pas le temps parce qu'on les pêche trop jeunes. Ils ne peuvent donc plus être mangés par les prédateurs qui étaient habitués à manger ces gros poissons. Et à cause de cela, les gros prédateurs ont eux aussi tendance à disparaître au fur et à mesure que leur alimentation décroît. Bon, après tout ce qu'on vient de se dire, il est temps quand même que je précise quelque chose d'important. Dans les faits, la biodiversité marine ne s'effondre pas directement à cause de l'humain, mais plutôt à cause du changement climatique. Si tu prends la surpêche par exemple, elle ne concerne qu'un certain nombre d'espèces, celles qui sont d'intérêt commercial, que l'on peut vendre et consommer en tant qu'humain. En fait, c'est plutôt à cause du réchauffement climatique que la biodiversité marine disparaît. Quelques degrés de plus dans l'océan ont des conséquences désastreuses sur les coraux notamment, et l'acidification des océans liée aux émissions de CO2 vient aussi bouleverser tout ce milieu. Allez, reprenons un peu de recul. Si on prend la biodiversité dans son ensemble, on voit bien que tous les groupes sont touchés et toutes les tailles d'espèces. C'est surtout vrai dans les milieux tropicaux et humides qui concentrent une grande partie de la biodiversité. Ce phénomène a amené Barnowski et ses collègues chercheurs à se poser la question suivante en 2011. La 6e extinction de masse serait-elle déjà en route? Si elle est en route, on n'est pas très pressé qu'elle arrive. Qu'elle prenne son temps. Eh bien tu vois, même les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord sur son avancée. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'aujourd'hui, parmi les activités humaines, il y a 4 phénomènes qui détruisent la biodiversité. Le premier, c'est la destruction et la contamination des milieux naturels. Le deuxième, c'est la prédation en excès et la surexploitation des ressources naturelles, comme la surpêche dont on vient de parler. Le troisième phénomène, c'est l'introduction anarchique d'espèces d'un milieu à un autre. Par exemple,
Imaginons qu'un bateau quitte le port de Rotterdam à vide. Pour être plus stable pendant la navigation, il va remplir des grands réservoirs avec l'eau de mer du port. C'est ce qu'on appelle le ballastage. Il part ensuite en Asie et en arrivant là-bas, il va vider toute l'eau pour se charger en marchandises. Le problème, c'est que l'eau qu'il déverse contient plein d'organismes vivants qui sont donc déplacés d'une région du monde à une autre. Et parmi ces organismes vivants, il peut y avoir des espèces qui vont proliférer et totalement perturber le milieu naturel local. Le quatrième point qui altère la biodiversité, c'est le réchauffement climatique qui touche de très nombreuses régions du monde. Bon, et puis je préfère être honnête avec toi, du côté des végétaux, le bilan n'est pas tellement meilleur. Sur la carte qui apparaît, tu peux observer l'évolution des surfaces forestières entre 1990 et 2016. Alors c'est clair qu'à première vue, tu pourrais te réjouir. La planète est aujourd'hui plus boisée qu'en 1990 grâce à des plans de reboisement massifs comme en Europe du Nord, en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Afrique du Nord. Mais il y a quand même un gros problème auquel on est confronté. C'est la déforestation des forêts primaires. Quelques exemples sont très impressionnants, comme au Brésil, au Congo, au Kenya, en Tanzanie ou encore dans les zones de Bornéo et Sumatra. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ces endroits pour y détruire les forêts primaires ? Eh bien, on les brûle pour mettre à la place des champs agricoles. Oui, enfin, tant qu'on replante des arbres à d'autres endroits, tout va bien, non ? Non, tout ne va pas si bien. Par exemple, on voit qu'en Europe et en Amérique du Nord, il y a beaucoup de plantations d'arbres. Mais il s'agit en fait d'arbres que l'on plante pour les exploiter ensuite, avec une biodiversité très faible puisqu'il y a peu d'espèces d'arbres et pas d'étages de végétation. Cette exploitation forestière n'a donc rien à voir avec la richesse de la biodiversité que l'on trouve dans les forêts primaires. La destruction de la forêt naturelle continue et on enregistre chaque année une perte nette de plusieurs millions d'hectares. Tiens, d'ailleurs, si on suit ce rythme, on prévoit une disparition complète de toutes les forêts primaires présentes sur le globe avant la fin du siècle. Allez, il va être temps de conclure. Ce que je peux te dire, c'est que les différents phénomènes qui altèrent la biodiversité nous posent aussi des problèmes à nous les humains. Tiens, si tu prends la destruction et la contamination des milieux, il est très clair que les populations locales qui y vivent sont directement impactées, notamment via des baisses de rendements agricoles, mais aussi via des allergies. Concernant le deuxième phénomène, qui est la prédation en excès et la surexploitation des ressources naturelles, on pourrait espérer des améliorations. Mais si on prend en compte l'augmentation de la population et la consommation actuelle de viande et de poissons, eh bien on va forcément devoir augmenter la prédation pour réussir à nourrir tout le monde dans les mêmes conditions. Et ça pose de très sérieuses questions. L'élevage est une option, mais elle pose d'autres problèmes environnementaux. Le troisième phénomène dont on parle, c'est l'introduction anarchique d'espèces. Là-dessus, fort heureusement, les réglementations évoluent notamment en interdisant le ballastage n'importe où. Ça progresse, même si ce n'est pas toujours parfait. Et enfin, le réchauffement climatique. Lui, il pose pas mal de questions, notamment sur l'inertie du système. Même si on baissait dès maintenant nos émissions de CO2, on aurait encore pendant un long moment un impact du réchauffement climatique qui altère la biodiversité. Changer brutalement la température du globe, qui était relativement stable depuis des millénaires, entraîne des variations difficiles à supporter pour les espèces et parfois cela conduit à leur extinction. Alors voilà, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. On a 4 phénomènes clairement établis sur lesquels on doit réfléchir et surtout agir pour éviter que la planète ne devienne invivable. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux cerner les enjeux qui touchent à la biodiversité et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.